Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. C'est un rêve de femme qui devient cauchemar. Elle s'appelait Élodie Morel, une Marseillaise de 29 ans, mère d'un petit garçon de 4 ans. Une personne exceptionnelle comme on ne rencontre qu'une fois dans sa vie, dira plus tard son compagnon. En mai 2005, Élodie est contactée sur Internet pour devenir mannequin. C'est un contrat en or. La prestigieuse firme automobile britannique Rolls-Royce cherche en effet une nouvelle égérie pour une séance photo en Camargue. À 1 000 € par jour, la chance est inespérée. Élodie va surtout pouvoir réaliser enfin son rêve, devenir un top modèle. Alors elle décide de contacter immédiatement le photographe de l'agence. Personne ne la reverra vivante. Qui se cache derrière cette agence de mannequins? Comment s'est comporté le compagnon d'Élodie? Et puis surtout, pourquoi, le soir même de sa disparition, un mystérieux informateur a-t-il alerté les gendarmes? Voici Cliché mortel de Raphaël Rouillet et Nicolas Brénéol. Elle a enfin décroché le contrat de sa vie, 1 000 € pour faire des photos pour Rolls-Royce. C'était pour elle une valorisation incroyable. Elle avait le droit d'être naïve. C'est la personne la plus dangereuse que j'ai rencontrée de toute ma carrière. C'est un type qui a une double personnalité. Il devait la livrer, quoi, en fait. C'était une marchandise. Il fallait le stopper. Ils se sont comportés comme les pilleurs de champs de bataille. Non seulement ils savaient qu'elle était là, non seulement ils savaient que cette fille souffrait. Marseille, à la fin du printemps. Élodie Morel, une jeune mère de famille de 29 ans, s'apprête à réaliser son rêve d'enfant, devenir mannequin. C'est la première fois qu'Élodie est contactée pour faire des photos. Elle va devenir la nouvelle égérie de Rolls-Royce, la célèbre marque de voitures de luxe. Ce jour-là, elle est contente. Elle a enfin décroché le contrat de sa vie, 1 000 € pour faire des photos pour Rolls-Royce. Cette journée de lundi, c'est une journée d'euphorie, de joie, de rencontre avec son avenir. Elle a tellement galéré qu'elle se dit là, peut-être qu'elle va devenir dans la photo quelqu'un de respectable, de respecté. Pour Élodie, comme pour sa mère, devenir mannequin, c'est le début d'une nouvelle vie. Elle avançait. Mais elle avait beaucoup de cœur, elle savait ce qu'elle voulait. C'était une jeune femme très volontaire, Élodie. Pour devenir la nouvelle icône de Rolls-Royce, Élodie a simplement répondu à une annonce sur Internet. D'un clic, Élodie envoie quelques photos d'elle, des photos toutes simples, rien de plus. Élodie n'est pas mannequin professionnel, elle ne connaît pas les codes de ce milieu. En retour, elle reçoit un mail lui annonçant qu'elle a été choisie avec à la clé un contrat en or, 1 000 € par jour, tout frais payés. Le fait d'avoir été sélectionnée pour participer à une opération comme celle-là, c'était pour elle une valorisation incroyable. Elle allait devenir un mannequin reconnu alors que c'était une toute petite, un petit brin de femme. Elle était toute petite, chétive, et pour elle, elle était aux anges. Élodie Morel, la future top modèle, est fin prête. Chez elle, elle vérifie une dernière fois ses mails. Le rendez-vous avec la photographe de l'agence est confirmé. Avant de partir, elle passe embrasser son mari à son travail. Élodie et Sylvain échangent un dernier baiser. Ils ne le savent pas encore, mais ce sera le dernier. Fais attention à toi. Ensemble, Élodie et Sylvain ont un charmant petit garçon. Ce lundi 2 mai 2005, Élodie en est sûre, elle va enfin prendre son envol pour la gloire. En début d'après-midi, Élodie quitte Marseille. Direction Aigues-Mortes, à une centaine de kilomètres
pour une semaine de shooting en Camargue. Au même moment, les gendarmes d'Aigues-Mortes, la commune où Élodie a rendez-vous avec la photographe, reçoivent un étrange coup de téléphone. À l'autre bout du fil, un homme leur annonce qu'une jeune femme est en danger. Un crime serait sur le point d'être commis. On a quelqu'un qui manifestement est très bien informé sur ce qui risque de se passer. Et ce quelqu'un va téléphoner aux gendarmes en leur disant qu'une jeune femme est en danger. Il va se passer quelque chose de grave, mais on ne sait pas quoi. En tout cas, il faut le prendre au sérieux. L'homme qui téléphone aux gendarmes, c'est lui, Dominique Tarasco. C'est un indique. Il a l'habitude de renseigner les gendarmes. Comme on le voit sur ces images d'archives, Dominique Tarasco organise chez lui des soirées déjantées où fêtards de la région et stars du showbiz font la fête ensemble. Dominique Tarasco est un homme de la nuit, un personnage sulfureux généralement bien informé, qui compte autant d'amis chez les voyous que chez les gendarmes. Il a tenu une boîte de nuit, il était bien en relation avec la brigade, bien ancré en tout cas comme agent de renseignement au sein de la brigade. Quand l'indique téléphone aux gendarmes, il sait qu'une jeune fille est en danger, mais il ne connaît pas son identité. Dans l'après-midi, Élodie Morel arrive à Aigues-Mortes, un charmant village fortifié aux portes de la Camargue. Son rêve va devenir réalité. Elle a rendez-vous avec une photographe professionnelle pour son premier shooting photo. Élodie et cette photographe ne se sont jamais rencontrées. Les deux femmes ont rendez-vous sur la place du village, à la terrasse d'un café. Vers 18h30, elle s'installe à la terrasse d'un café où elle a rendez-vous avec son interlocuteur qu'elle avait eu sur Internet. Quelques minutes plus tard, surprise. Ce n'est pas une femme, mais un homme qui vient au rendez-vous. Il se présente comme l'assistant de la photographe. L'assistant de la photographe vient, il se présente. Ce changement soudain d'interlocuteur n'alerte pas Élodie. Dans sa tête, elle va devenir la nouvelle égérie d'une marque de luxe. Son manque d'expérience dans le milieu du mannequinat joue contre elle. Et ce n'est pas tout. L'homme qui se fait passer pour l'assistant de la photographe lui propose d'aller faire un repérage pour les photos prévues le lendemain. Élodie, qui est en confiance, ne s'étonne pas d'une heure aussi tardive pour un repérage en extérieur. Elle le suit et monte dans sa voiture, sans méfiance. Au même moment, vers 22h, l'indique rappelle les gendarmes. Il explique à nouveau qu'une jeune femme est en danger et qu'elle est sur le point de se faire enlever. L'indique ne connaît ni son nom ni son prénom, il ne l'a jamais vue. En revanche, il met les gendarmes sur une piste. Il connaît très bien le ravisseur. Le gars, je le connaissais très bien, il était parti pour faire quelque chose de tordu et qu'il fallait le stopper. L'indique explique aux gendarmes qu'il a reçu chez lui l'après-midi même la visite d'un vieil ami, un certain Guillaume Mingot. C'est lui que l'on voit sur ces images. C'est un fêtard lui aussi, les deux hommes ne se cachent rien. Guillaume Mingot lui a raconté une histoire hallucinante. Une affaire louche, où il est question d'une jeune fille rencontrée sur Internet et d'un réseau de prostitution internationale. Mingot a pris rendez-vous à la terrasse d'un café avec la fille et il doit la kidnapper. C'est son contrat, dit-il. C'est d'enlever la fille pour l'amener en Espagne, où il devait la livrer, quoi. En fait, c'était une marchandise, qu'il allait avoir une somme d'argent importante. Une jeune fille enlevée par un réseau mafieux. Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux. La jeune femme, dont on ignore l'identité, est en danger. Il s'agit très probablement d'une affaire de traite des blanches, d'un dangereux réseau de prostitution internationale. À partir du moment où on va avoir cette hypothèse de traite des blanches, qui est un cadre criminel et possible international, ça va complètement dépasser les limites de nos compétences territoriales. Les gendarmes d'Aigues-Mortes contactent alors la section de recherche de Nîmes, une unité spécialisée dans les crimes de sang, le grand banditisme et le crime organisé. À ce moment-là, personne ne le sait encore, mais Guillaume Mingot est sur le point d'enlever Élodie Morel.
La jeune femme, qui voulait devenir mannequin, va voir son rêve se transformer en cauchemar. Ce sera pour elle le début d'un long calvaire. Élodie, la jeune mère de famille, va-t-elle tomber dans les griffes d'un réseau de prostitution internationale? Va-t-elle finir dans un bordel? Retour à Marseille, le lendemain matin. Françoise, la maman d'Élodie, est sans nouvelles de sa fille. Pas un seul coup de téléphone. Elle commence à s'inquiéter. J'appelais, on me disait toujours la messagerie est pleine. Je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Depuis que je l'appelle, la messagerie est pleine. Je comprenais pas. Hein. Même j'étais en colère, j'ai quand même, elle pourrait me rappeler. Ce mardi matin, Sylvain, le mari d'Élodie, est lui aussi de plus en plus inquiet. Depuis la veille au soir, à 21h30, il n'a plus de nouvelles de sa femme. Élodie lui avait envoyé un texto rassurant. Elle lui disait que tout allait bien. Elle partait pour un repérage. Mais depuis ce dernier message, le téléphone d'Élodie ne répond plus. Sylvain est dans l'angoisse. Que dire à ce petit garçon qui réclame sa maman? Maman! Il a ce pressentiment que quelque chose de pas normal est arrivé parce qu'il sait très bien que son épouse va prendre contact avec lui, va le tenir informé. C'est une épouse qui est présente, mais c'est avant tout une mère. Élodie, dont on découvre ici le vrai visage, est une maman poule. Quand elle n'est pas avec son fils, elle prend de ses nouvelles plusieurs fois par jour. Pour Sylvain, ce n'est pas normal qu'elle ne réponde pas au téléphone. N'arrivant pas à la joindre, il va commencer quand même à appeler les services de gendarmerie, les hôpitaux, pour voir s'il n'y a pas eu un problème, un accident, quelque chose. Sylvain ne comprend pas. Il commence vraiment à s'inquiéter. Où est passée sa femme? Le mercredi matin, soit 2 jours après le départ d'Élodie, il se rend dans un commissariat de Marseille. Les policiers le reçoivent et reçoivent un homme désemparé. Sylvain raconte aux policiers que 2 jours plus tôt, sa femme s'est rendue dans la ville d'Aigues-Mortes, en Camargue. Élodie avait rendez-vous pour faire des photos glamour, mais c'était il y a 48 heures. Or depuis, il est sans nouvelles, alors qu'en temps normal, il s'appelle plusieurs fois par jour. Face aux déclarations de Sylvain, les enquêteurs sont dubitatifs. Ils ne croient pas à son histoire. Les policiers se disent qu'Élodie est probablement partie volontairement, et peut-être même qu'elle a un amant. On va lui dire qu'il n'y a rien de grave, qu'il n'y a pas d'éléments, qu'elle est majeure. Les policiers se posent quand même un petit peu des questions. Ils se demandent si finalement elle n'a pas fait une simple fugue avec un ami ou autre et qu'elle n'a pas voulu lui en dire plus. Pour les policiers marseillais, cette disparition n'est pas inquiétante. Comme tous les couples, Élodie et Sylvain ont eu des moments difficiles. Au commissariat du 6e arrondissement, on voit cela tous les jours, c'est banal. Mais Sylvain refuse de croire que sa femme ait pu disparaître volontairement. Les policiers vont finir par accepter d'ouvrir une enquête administrative. Vous êtes un incapable, moi je vous le dis. Non, on va se calmer. Et c'est sur la base de son insistance qu'on va finir par faire un signalement de disparition. Les policiers de Marseille, où vivent Élodie et Sylvain, établissent une recherche dans l'intérêt des familles. C'est une simple procédure administrative signalant la disparition d'Élodie Morel. Cette fiche est ensuite transmise à la compagnie de gendarmerie d'Aigues-Mortes, là où Élodie Morel avait rendez-vous pour sa séance photo. À la brigade d'Aigues-Mortes, c'est le gendarme Piris qui est de permanence. C'est lui qui reçoit la fiche signalant la disparition d'Élodie Morel. En enquêteur expérimenté, il ne croit pas aux coïncidences. D'emblée, le gendarme en a la conviction. Élodie Morel est la jeune femme en danger signalée par l'Indic 2 jours plus tôt. Aussitôt, je vais appeler mon commandant de brigade. Je vais lui dire on a un problème. La fille qu'on nous a signalée lundi, apparemment, elle aurait disparu. Donc, on a un gros problème. Le lendemain matin, le jeudi, 3 jours après la disparition d'Élodie Morel, le gendarme Piris reprend contact avec son Indic. Cet homme les a appelés à de multiples reprises pour signaler qu'une fille était en danger et qu'elle risquait le pire. Avec cette fiche signalant la disparition d'Élodie Morel, il vient de mettre un nom sur la disparue. Le gendarme Piris
décide alors de mettre la pression maximum sur son indique. C'est pas perdu encore, hein. Il me dit rien n'est perdu, on peut la trouver vivante. Elle pense qu'elle est peut-être attachée, ligotée, saucissonnée dans un endroit. Il faut que tu fasses travailler tes méninges et que tu essaies de deviner où elle peut être. La course contre la montre est engagée. Nous sommes jeudi matin. Élodie Morel a disparu depuis 3 jours maintenant. Les gendarmes savent qu'Élodie a été enlevée et ils ont la conviction que sa vie est en danger. Pour Sylvain, l'attente est insoutenable. Va-t-il pouvoir retrouver sa femme? Et ce petit garçon va-t-il à nouveau serrer sa maman dans ses bras? En début d'après-midi, l'indique rappelle enfin les gendarmes. Conscient de la gravité de la situation, il décide de dire tout ce qu'il sait. Il livre le nom de son ami Guillaume Mingot. L'indique explique que son ami doit se rendre avec un complice dans une boîte de nuit désaffectée. Un établissement nommé le Mexicana, situé sur la commune de Vauvert, à une vingtaine de kilomètres d'Aigues-Mortes. Il leur donne l'heure et l'adresse exacte. À partir du moment où on a connaissance de cette information, avec le commandant de la compagnie de Vauvert, on met un dispositif en place pour interpeller ces 2 personnes et essayer d'en savoir plus sur cette affaire. Nous allons nous mettre en planque dans une petite ruelle juste derrière, près au proche de la boîte de nuit, et puis à attendre. Pour les gendarmes, c'est le début d'une longue attente. Les heures défilent, mais en plein jour, il ne se passe rien sur le parking de la boîte de nuit. En fin d'après-midi, une voiture va finalement pénétrer sur le parking et se garer derrière la discothèque. À son bord, 2 hommes. Les gendarmes les identifient aussitôt. Il s'agit bien du suspect décrit par l'indique. Aussitôt, nous enquillons derrière. La voiture passe par derrière la boîte de nuit, donc elle est cachée de notre vue. Nous, on passe de chaque côté, on va se retrouver face à face derrière ce véhicule. Les gendarmes décident d'intervenir aussitôt. Ils ne veulent courir aucun risque. Les 2 individus sont potentiellement dangereux. Le premier suspect est plaqué au sol. Il s'agit bien de Guillaume Mingot, l'homme recherché par les gendarmes. Tes mains! Je veux voir tes mains! Bouge pas! Bouge pas! Tes mains! Un deuxième individu est arrêté au volant de son véhicule. Il s'agit d'un certain Richard Ligné. Qui est cet homme? Les mains sur le capot. Que fait-il avec Guillaume Mingot? A-t-il un rôle dans la disparition d'Élodie Morel? Sur les lieux de l'interpellation, les gendarmes procèdent à une fouille des suspects. Et sur l'homme au t-shirt rayé Guillaume Mingot, les enquêteurs font une découverte inquiétante. Il est en possession de la carte de crédit d'Élodie Morel. On peut alors imaginer le pire. Élodie serait-elle morte? Il va être trouvé la carte bleue de la victime dans la poche arrière de son pantalon. Carte bleue qu'il a conservée peut-être comme trophée. Guillaume Mingot et son complice sont immédiatement transférés à la gendarmerie de Vauvert pour être entendus par les enquêteurs. Placé en garde à vue, le casier judiciaire de Guillaume Mingot révèle dans un premier temps qu'il vit de différents trafics et d'arnaques. À 48 ans, c'est un petit escroc sans envergure. Richard Ligné, 53 ans, lui en revanche n'a pas d'antécédents judiciaires. Il vit avec sa famille dans les environs. Les 2 hommes sont amis depuis 10 ans. Quand Mingot passe dans la région, il séjourne chez son ami Richard Ligné. À ce stade de l'enquête, les gendarmes ont donc 2 suspects et 2 questions auxquelles il va falloir répondre très vite. Élodie Morel est-elle encore en vie? Et comment expliquer que Mingot ait sur lui la carte bleue de la disparue? Guillaume Mingot, pour nous, est le suspect principal. C'est celui qui avait la carte bleue d'Élodie Morel dans la poche arrière. Guillaume Mingot est donc le suspect numéro 1. Les enquêteurs ont la conviction qu'il peut les conduire à Élodie Morel. Mais dans un premier temps, il refuse de coopérer. J'y suis pour rien. Alors on va passer la nuit. Putain, t'es flic, t'es bordé ou quoi? J'y suis pour rien. Mais les enquêteurs ont un élément matériel, la carte bancaire d'Élodie Morel. Comment se fait-il que Guillaume Mingot soit en sa possession? Sur ce point, il leur fournit une réponse.
c'est une simple histoire de vol, leur dit-il. Le mieux, ça serait que vous nous racontiez un peu ce qui s'est passé. Véritablement, vous disiez la vérité. Il explique qu'il a rencontré une fille qui lui plaisait, qui était assise à la terrasse d'un café, qu'il est allé boire un verre avec elle. Et au moment de quitter la terrasse du café, la carte bancaire de cette jeune personne est tombée par terre. Au lieu de lui rendre, il l'a récupérée, il l'a mis dans sa poche. Il comptait la revendre ou l'utiliser personnellement. Oui, je voulais la revoir pour sa carte bleue, c'est tout. J'ai pas de mauvaise idée. Dans cette première version, Mingot reconnaît donc avoir croisé Élodie Morel, mais par hasard. Il admet le vol de la carte bancaire, mais il se déclare totalement étranger à la disparition de la jeune femme. Les gendarmes vont alors fouiller dans le passé de Mingot. Et très vite, ils vont s'apercevoir que l'homme est un habitué des services de police. Guillaume Mingot était quelqu'un qui était déjà connu de la justice. Il a un passé judiciaire relativement important. Il a été condamné très jeune. Il a connu, si mes souvenirs sont bons, le juge des enfants. Il a été une des premières condamnations. Voici le vrai visage de Guillaume Mingot. Dans ce document exceptionnel, on le voit attablé à la terrasse du café d'Aigues-Mortes, le même café où Élodie Morel avait rendez-vous avant de faire ses photos glamour. Guillaume Mingot a un lourd passé judiciaire. Cet homme, Pascal Communal, le connaît depuis 30 ans. Il sait que Guillaume Mingot a déjà été condamné à de la prison dans la région, notamment pour viol. Il a été condamné à 9 ans pour viol sur des Allemandes, je crois, dans le sud. Donc il a un problème de relations sexuelles avec les femmes. Les psychiatres décrivent Mingot comme quelqu'un de particulièrement dangereux. Ils parlent d'un psychopathe, ils notent une grande perversité chez cet homme. Mingot est donc un prédateur, un homme frustré qui aime soumettre ses victimes, et en particulier les jeunes femmes. Pour les enquêteurs, la piste du réseau de prostitution internationale ne tient plus. Face à ces contradictions, Guillaume Mingot va maintenant livrer une deuxième version aux enquêteurs. Cette fois, il reconnaît avoir tendu un piège à la jeune femme. Très vite, leur dit-il, il s'est rendu compte qu'Élodie Morel était une proie facile. Comme elle rêvait de devenir mannequin, une simple petite annonce sur Internet a suffi à la piéger. Il lui a fait croire qu'elle avait été sélectionnée pour un shooting photo, en plus très bien payé, 1 000 € par jour. Pour le vol de la carte bleue, Mingot a aussi une explication. Il a prétexté un repérage pour la séance photo. La jeune femme ne se méfie pas, elle monte à bord de sa voiture sans se poser de questions. Il a besoin d'être seul avec elle. Je pense qu'Élodie Morel est en confiance parce que pour se retrouver plusieurs heures en voiture avec quelqu'un, je pense que Guillaume Mingot a bien su jouer le rôle du photographe. Dans cette deuxième version, Mingot raconte aux enquêteurs qu'il aurait joué son rôle d'assistant photographe une partie de la nuit. Son but étant toujours de lui voler sa carte bleue, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Et c'est en pleine nuit, au retour du repérage, que Mingot se serait décidé à agir. Il aurait alors engagé sa voiture sur un chemin discret, à l'abri des regards. Une fois le moteur arrêté, c'est le début d'un long face-à-face entre l'escroc et la jeune fille qui rêve de devenir mannequin. On est bien là pour nos photos. Fait un peu nuit, non? Moi, tu y as pas cru quand même. T'as cru réellement que je voulais faire des photos avec toi? Bah, ouais. Non, allez. Rapidement, il lui demande de lui remettre sa carte bleue. Ta carte bleue. Donc la jeune fille, au départ, elle est un petit peu réticente, mais la personne l'intimide un petit peu, donc elle remet sa carte bleue. Mais tu dis quoi? Qu'est-ce que je fous là, moi? Mais j'ai besoin de pognon, c'est tout. T'as une carte bleue? Eh ben, donne-moi ta carte bleue. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. La personne lui demande le code de cette carte bleue, et à ce moment-là, comme elle était réticente à le donner, il devient violent. Guillaume Mingot va pousser Élodie Morel sur le montant passager de la porte. La tête d'Élodie Morel va frapper à cet endroit, ça va la blesser. Donne-moi le code, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse?
Donc la fille est fortement affaiblie et elle se soumet et remet le code confidentiel de la carte à son agresseur. Bah tu vois, c'était pas compliqué. Tu n'étais pas obligé de me mettre en colère. Lorsque il a dépouillé cette fille de ce qu'elle avait et qu'elle est toujours là, ça devient à ce moment-là un problème qui est insoluble. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il n'avait pas prévu qui se produit, c'est qu'il voit le sang, il sent qu'en effet les choses ont dérapé. Il va mettre Élodie Morel dans le coffre de son véhicule. Il va se rendre dans une station-service pour voir en effet si le code fonctionne. Le code fonctionne. Mingo s'en tient là. Face aux enquêteurs, il maintient que ce n'est qu'une simple escroquerie à la carte bleue. En réalité, pour Élodie, c'est le début d'un long calvaire. Ce que l'on sait, c'est qu'à ce moment-là, Mingo a besoin de trouver un endroit pour se cacher et se reposer. Tout naturellement, au petit matin, il va se rendre chez son ami Richard Ligné, l'homme arrêté en même temps que lui par les gendarmes. Guillaume Mengo va se rendre chez les époux Ligné à ce moment-là parce qu'il dort chez eux. Il dort chez eux, donc il n'a pas d'autre endroit où aller. C'est le seul endroit qui lui vient à l'esprit quand il se retrouve à 4-5 heures du matin avec Élodie Morel dans son coffre. Devant les gendarmes, Mingo s'en tient à cette version. Le mardi matin, au lendemain de la disparition d'Élodie Morel, il se serait donc rendu chez son ami Richard Ligné avec la jeune femme vivante séquestrée dans le coffre. Au petit matin, Mingo arrive au domicile des Ligné. Dans le salon, il y a le mari, Richard, et sa femme, Francine. Richard et Francine Ligné sont des gens particulièrement simples. Ce sont pour lui un manuel, pour elle une personne qui a fait la plupart du temps dans sa vie des ménages. Ludivine Ligné est la fille de Richard et Francine. Elle a aujourd'hui 22 ans. Au moment des faits, elle en avait 13. Elle nous parle de ses parents. Des gens comme on croise tous les jours dans la rue, des gens qui vont travailler, qui payent ce qu'ils ont à payer, qui font leur petite vie, qui élèvent leurs enfants, moi en l'occurrence. Mais son père, Richard Ligné, est un alcoolique notoire. Ce matin-là, quand Mingo arrive, Richard est encore ivre de la veille. Mingo, lui, n'a pas dormi de la nuit. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, mon Richard. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Si l'on en croit Mingo, à ce moment-là, Élodie serait toujours vivante dans le coffre de sa voiture. Au Ligné, il raconte alors une histoire de prostitution internationale. Mingo leur parle d'un contrat. Il doit kidnapper une jeune femme et la conduire dans un bordel à l'étranger, avec à la clé une grosse somme d'argent. Et de l'argent, les Ligné en ont besoin pour boucler leur fin de mois. Ils n'ont pas vraiment de travail. Les salaires sont des salaires minimums. On travaille à l'occasion. Ils travaillaient dans la discothèque Le Mexicana a fermé. Donc les problèmes d'argent qu'ils ont, c'est les problèmes que rencontre une majorité, je crois, de foyers aujourd'hui en France. Ils sont un petit peu à la recherche de gains qui leur permettraient de finir agréablement les fins de mois. Toujours selon Mingo, ce mardi matin, Richard Ligné lui aurait prêté son garage pour qu'il puisse y cacher Élodie. Détail sordide, le ravisseur lui aurait même proposé d'ouvrir le coffre pour que son ami puisse découvrir sa proie, qui doit leur rapporter tant d'argent. Mais Richard Ligné aurait refusé et Mingo serait resté seul en tête-à-tête avec Élodie Morel. Là, c'est lui clos. Lui, il va dire que il va essayer de sympathiser avec elle, qu'il va fumer avec elle, qu'il va discuter avec elle, qu'il va lui donner à boire, qu'il va effectivement essayer d'avoir une relation, entre guillemets, de confiance. Selon Mingo, Élodie et lui auraient passé toute la journée du mardi dans ce garage. Que se sont-ils dit? Qu'ont-ils fait? Je devais la voir pour lui. Aux enquêteurs, Guillaume Mingo explique que lui et Élodie ont longuement discuté. Le bourreau et sa victime se seraient même trouvés des points communs. Guillaume Mingo a 3 enfants, dont une petite fille qui a le même âge que le fils d'Élodie Morel.
Elle lui aurait parlé longuement de son petit bout de chou qui a besoin d'elle. Élodie lui aurait aussi parlé de sa situation personnelle, de ses petits boulots, de ses galères. Elle lui aurait fait part de ses envies d'ailleurs, qu'elle aimerait quitter Marseille pour aller vivre en Chine ou en Thaïlande. Mingo n'est pas avare de détails. Élodie lui aurait même raconté qu'à 14 ans après la mort de son père, elle avait quitté le foyer familial. Dans ce huis clos, Élodie a-t-elle tenté de prendre son ravisseur par les sentiments? Il va y avoir une alternance de scènes d'attente et de négociation, parce qu'Élodie Morel est une jeune femme très intelligente qui comprend évidemment la gravité de la situation dans laquelle elle est. Élodie Morel a-t-elle tenté de fuir, de négocier sa libération? Quand on connaît son tempérament volontaire, c'est très probable. Quand on connaissait le caractère d'Élodie, c'était quelqu'un qui pouvait réagir très énergiquement. Tous ses proches disaient qu'elle n'avait pas dû se laisser faire. Élodie est une jeune femme au caractère bien trempé. Que se passe-t-il dans sa tête à ce moment-là? Tout ce que tu veux. Que va-t-elle faire pour retrouver la liberté? Je pense qu'il y a dû y avoir pendant toute cette période-là des moments de discussion véritable, d'échange véritable et peut-être qu'à un moment ou à un autre, il y a eu chez lui une volonté de la faire sortir, de la laisser partir. Dans un instant, vous allez découvrir le calvaire d'Élodie Morel. Que va faire cette jeune mère de famille pour tenter de retrouver la liberté? Jusqu'où va-t-elle aller? Que va lui faire subir ce prédateur sexuel? C'est la personne la plus dangereuse que j'ai rencontrée de toute ma carrière. C'est un type qui a une double personnalité. Et puis quel rôle a joué la famille Ligné, complice de Mingo ou simple victime? Et Mingo qui change de version sans arrêt. Où est la vérité? Cette horreur aurait pu être évitée. Élodie Morel est une jeune mère de famille de 29 ans. Elle est mariée, elle a un enfant. Il y a 3 jours, elle a répondu à une annonce sur Internet pour devenir top modèle. Mais c'était un piège. Un homme, se faisant passer pour un photographe, la séquestre dans le garage d'un couple mystérieux. Sans nouvelles, son mari Sylvain s'imagine maintenant le pire. Dans ce garage, il fait une chaleur suffocante, plus de 35 degrés. Élodie meurt de soif. Elle est totalement déshydratée. Cela fait maintenant 24 heures qu'elle n'a ni bu ni mangé. Son ravisseur Guillaume Mingo la quitte quelques instants pour retourner dans la maison de ses amis, les Ligné. T'aurais pas de l'eau? Dans un moment de compassion, Mingo vient demander à Francine Ligné une bouteille d'eau en expliquant que c'est pour la captive du garage. Merci. Mingo revient en bienfaiteur. Pour Élodie, cette bouteille d'eau doit être sa première source de bonheur depuis 24 heures. Quant à Mingo, content de lui, il est retourné dîner tranquillement avec ses amis, comme si de rien n'était. Si l'on en croit les différentes déclarations de Mingo aux enquêteurs, pendant ce repas, il aurait été envahi de questions. Qu'allait-il faire d'Élodie Morel? Et au dessert, il affirme qu'il avait pris la décision de la libérer. Selon lui, c'est le mardi soir, alors qu'il retenait Élodie dans le garage des Ligné depuis 24 heures, qu'ils auraient quitté le village ensemble, au volant de la voiture de sa victime. Mais avant de la relâcher, Mingo affirme aux gendarmes qu'il s'est arrêté en rase campagne pour lui faire promettre de se taire. Il explique à la jeune fille qu'il va la laisser repartir, mais qu'il faut qu'elle lui promette de ne pas le dénoncer. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on oublie tout ça, d'accord? Je te ferai pas de mal. Tu me ramènes au parking, d'accord? Et puis après, je te laisse te sauver sur la route. Ta voiture, c'est toi qui conduis. Mingo aurait donc proposé à Élodie Morel de reprendre le volant de sa voiture. Mais au moment où ils se croisent à l'arrière du véhicule, Élodie Morel aurait tenté de lui faire un croche-pied pour s'échapper. Fou de rage, Mingo se serait alors jeté sur Élodie et l'aurait étranglée à l'aide d'un bout de ficelle trouvé par terre.
Avec ces nouveaux aveux de Mingo, l'enquête marque un tournant. Les gendarmes ont maintenant une victime et un coupable. Il avoue l'avoir tué, mais il refuse de dire où est le corps. L'enquête est encore loin d'être terminée. Il faut maintenant déterminer quelle est la bonne version. Quel a été le rôle de Richard Ligné, le propriétaire du garage où Élodie a été séquestrée. Les gendarmes vont procéder à la perquisition du domicile de la famille Ligné. Durant la fouille, le comportement des Ligné va surprendre. Ils semblent totalement indifférents à ce qui est en train de se passer chez eux. On s'aperçoit immédiatement que le couple est totalement désintéressé de ce qui se passe chez lui. Même à un certain moment donné, ils se mettent à manger alors qu'il y a une perquisition qui est en train d'être faite chez eux. Les Ligné ont pourtant toutes les raisons d'être inquiets. Très vite, les enquêteurs tombent sur des objets compromettant pratiquement toutes les affaires d'Élodie Morel. Au cours de la perquisition chez Richard Ligné, il va être retrouvé les effets personnels de Élodie Morel. Le téléphone portable, le sac à main, les chaussures, des vêtements d'Élodie Morel. Immédiatement, un scénario terrible se dessine pour les enquêteurs. Pendant que Mingo séquestrait Élodie Morel dans leur garage, le couple Ligné se serait partagé les affaires de la jeune femme. Ils se sont comportés comme les pilleurs de champs de bataille. Non seulement ils savaient qu'elle était là, non seulement ils savaient que cette fille souffrait au moins moralement, mais en plus, une fois qu'elle a été tuée, ils n'ont rien fait mieux que de garder ces objets et que de la dépouiller de tout ce dont elle pouvait être dépouillée. En garde à vue, les enquêteurs montrent à Mingo le portable d'Élodie Morel qu'ils ont trouvé chez les Ligné. Cet élément matériel va amener Mingo à changer une nouvelle fois de version. C'est la 3e. Cette fois-ci, il livre une histoire qui fait froid dans le dos. Dans l'après-midi du mardi, après avoir drogué Élodie pour qu'elle ne lui oppose pas de résistance, Mingo se serait rendu au domicile des Ligné avec les effets personnels de sa victime. Parmi ses affaires, il y a le téléphone d'Élodie, un sac à main, des chaussures. Francine Ligné, la mère, ne trouve rien de mieux à faire que de les offrir à sa propre fille, Ludivine, alors âgée de 13 ans. Moi, je les ai prises. Après, moi, j'étais petite, j'ai pas vu le mal. On me donne des choses, moi, je les prends. Après, voilà, personne ne s'est posé de questions plus. Il les avait trouvées, il nous a dit qu'il les avait trouvées, donc il les a trouvées, on a pris. On n'a pas cherché plus. Les enquêteurs sont sous le choc. Désormais, les Ligné sont en première ligne. De témoins, ils sont passés au statut de complices. La question se pose, quel rôle le couple a-t-il joué dans la séquestration et la mort d'Élodie Morel ? Ils savent dès l'origine que la fille est là, que ça peut effectivement mal tourner. Ils participent aux conversations pour savoir ce qu'on va en faire. Une nouvelle thèse fait alors son apparition. Et si le meurtre d'Élodie avait été commis à deux ? Et si Richard Ligné était lui aussi impliqué dans l'assassinat ? Entre-temps, Mingo est revenu sur ses aveux. C'est sa 4e version. Il accuse désormais Ligné d'avoir tué seule la jeune femme. Voici le nouveau récit que Mingo fait aux enquêteurs. Le mardi soir, le couple Ligné lui-même était à table. Au cours du repas, la discussion aurait tourné autour d'Élodie Morel. Mais l'alcool aidant, très vite, le ton serait monté. Richard Ligné était paniqué par la présence d'Élodie Morel dans son garage. Mingo explique aux enquêteurs que ce soir-là, Richard Ligné se serait saoulé plus que d'habitude. Les deux hommes ne sont pas d'accord. Mingo affirme qu'il voulait relâcher Élodie, mais que sur un coup de sang, c'est Ligné qui aurait décidé de commettre le crime, seul. Quoi, elle est là? Tu t'en débarrasses, merde! Faut t'en débarrasser, je t'ai dit! Je l'ai relâché. T'y vas? Je vais m'en occuper, je m'en... Bon, bah, puisque tu vas pas, moi je vais m'en occuper, moi! Merde. Elle est encombrante. Comme il est hésitant, on va le faire à sa place. Selon Mingo, Richard Ligné aurait quitté la maison vers 21h pour aller dans le garage. Élodie Morel, qui est retenue en otage depuis 24 heures, est quasiment inconsciente. Ivre-mort, Richard Ligné l'aurait alors étranglée avec une sangle trouvée sur place.
Ah, j'étais désemparé, je savais pas quoi faire. Moi, je voulais pas sa mort, hein. Moi, je voulais pas sa mort, hein. Moi, je voulais pas... Mais avec cette nouvelle version de Mingo désignant Ligné comme le seul meurtrier, les gendarmes sont sceptiques. Pourquoi Ligné, alcoolique notoire, aurait-il commis ce crime? Quel est son intérêt? Alors, qui a fait le coup? Mingo, déjà condamné pour viol, intelligent et manipulateur? Ou bien Ligné, faible et sans envergure? Qui aurait agi sur un coup de sang? Après les accusations de Mingo, les gendarmes décident d'entendre Richard Ligné. En garde à vue, contre toute attente, Ligné prétend ne pas connaître Élodie Morel. Il affirme qu'il n'a jamais entendu parler d'elle, il ne l'aurait jamais rencontrée. Pour déterminer les responsabilités des deux hommes, les gendarmes vont faire parler les éléments matériels trouvés lors de la perquisition dans le garage. Il y a là des mouchoirs, une sangle, des colliers de serrage, des mégots de cigarettes, des câbles de batterie et une bouteille en plastique. À l'intérieur de cette bouteille, les experts de l'identification criminelle vont faire une découverte intéressante. Un mélange de médicaments, sédatifs, anxiolytiques et antidépresseurs. Vraisemblablement, la jeune femme a donc été droguée. Les expertises se poursuivent sur les autres objets trouvés dans le garage. Et sur les colliers de serrage, les experts retrouvent les deux ADN mêlés de Guillaume Mingo et d'Élodie Morel. Donc ça montre bien qu'effectivement, Élodie Morel a été attachée. En garde à vue, Mingo explique aux enquêteurs que c'est Ligné qui lui aurait fourni les colliers Serflex, mais aussi une sangle pour ligoter Élodie. À ce stade de l'enquête, il est clair que Mingo avait tout mis en œuvre pour neutraliser sa victime et abuser d'elle. Mais un autre élément va également intriguer les enquêteurs. 2 mégots de cigarettes retrouvés dans le garage portent conjointement l'ADN de Mingo et celui d'Élodie Morel, comme s'ils s'étaient passés la même cigarette. On crée une ambiance. Les mégots de cigarettes, c'est quelque chose qui nous a considérablement impressionnés. Il y en a 2 qui sont fumés par les 2. Autrement dit, on trouve les ADN de l'un et de l'autre sur 2 mégots aussi. On peut imaginer à partir de là le geste de grandeur, de grandeur d'âme de celui qui tient cette femme en geôle et qui, à un moment donné, lui propose sa cigarette. Ces 2 mégots de cigarettes revêtent une importance considérable pour les enquêteurs. Ils tentent à prouver que Mingo a joué avec sa victime en alternant des moments de compassion avec des phases de violence extrême. Vraisemblablement des violences sexuelles, c'est ce que vont démontrer les analyses de la bouteille d'eau en plastique et des mouchoirs en papier. Sur ces 2 objets, les experts vont retrouver des traces de sperme de Mingo. Tout indique donc qu'il a violé sa victime. Je pense que c'était l'objet en fait de ce kidnapping, c'était le viol, c'était l'agression sexuelle, c'était la maîtrise de quelqu'un, et ça n'est évidemment pas la carte bleue, le mobile. Il est évident que cet homme est un pervers qui a besoin d'agresser des femmes, qui a besoin de les angoisser. Tout cet enchaînement montre que, bon, à un certain moment, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, il est obligé de se débarrasser de la jeune fille, ce qu'il fait en fin d'après-midi ou en début de soirée, dans le garage des époux Ligné. Imaginons la souffrance de cette jeune femme et ce qu'elle a pu endurer seule pendant les 2 jours de son calvaire. Après avoir été torturée, physiquement, psychologiquement, après avoir été droguée, ligotée, puis violée, Élodie voit sa vie basculer.
Élodie était partie légère et pleine d'espoir. L'avenir s'ouvrait à elle. Elle allait enfin pouvoir réaliser le rêve de sa vie, offrir à son enfant une vie meilleure. Mais pour son malheur, elle a croisé le chemin de ce pervers sexuel et son rêve s'est transformé en cauchemar. Vous allez violer la voiture. Après 23 heures de garde à vue, confondu par l'accumulation de preuves, Mingo finit par passer des aveux complets. Élodie Morel est morte, et c'est bien lui l'assassin. Reste encore à retrouver le corps de sa victime. Spontanément, il fait un croquis pour expliquer aux gendarmes où il se trouve, dans le coffre de la voiture d'Élodie. Ce croquis nous amène à côté du cimetière d'Aigues-Mortes. Le vendredi matin, soit 4 jours après la disparition d'Élodie Morel, les gendarmes arrivent sur le parking du cimetière d'Aigues-Mortes. Rapidement, ils identifient le véhicule décrit par Mingo. Les techniciens en identification criminelle gèlent la scène de crime et réalisent les premières constatations. Une odeur insoutenable. Dans le coffre de la voiture, ils découvrent l'innommable. Le cadavre d'Élodie Morel, entreposé là depuis 3 jours, en plein soleil. Les premières constatations nous montrent que bon, le corps a séjourné quand même pas mal de temps donc, sur ce parking, dans la voiture. Bon, on est quand même au mois de mai, il fait assez chaud, donc le corps a assez souffert. Le médecin légiste constate rapidement qu'Élodie Morel est morte étranglée. Ce qui a été frappant, c'était les violences cervicales que nous avons pu relever au niveau du cou. Malheureusement, l'état de putréfaction du corps d'Élodie Morel ne permettra pas d'en dire plus. Dans les heures qui suivent, à Marseille, la mère d'Élodie Morel est avertie du drame. J'ai hurlé. J'ai hurlé, j'ai dit, mais assassiné comment? Pourquoi? Et en 2 mots, on m'a vite expliqué ce qui s'était passé, mais moi j'étais abasourdie. On a l'impression que tout vous tombe dessus et on ne comprend même pas. C'est tellement foudroyant. Enfin, j'ai jamais vécu un tremblement de terre, hein, mais je pourrais comparer à un tremblement de terre dans une vie. On ne cicatrise jamais. On fait avec. Pour les gendarmes, l'enquête sur l'assassinat d'Élodie Morel touche bientôt à sa fin. Mais à la lumière des événements, le passé de Mingo interpelle les enquêteurs. Guillaume Mengo était quelqu'un qui était déjà connu de la justice. Donc il ne pouvait pas laisser sa victime repartir et pouvoir déposer plainte contre lui. Voici le regard du tueur, celui qui a séquestré, torturé, violé et assassiné froidement une jeune mère de famille. Il s'imagine être un caïd qui ne sera jamais. Il réussira quand même à essayer de le faire croire aux lignées. Et pour les enquêteurs, le passé de Guillaume Mingo laisse à penser qu'il aurait pu commettre d'autres crimes. On est face à un crime horrible. On est face à un prédateur, soyons clairs. Guillaume Mingo, tous les experts psychiatres, tous, viennent vous dire c'est la personne la plus dangereuse que j'ai rencontrée de toute ma carrière. 30 ans de carrière pour l'un des experts psychiatres. Derrière l'image de ce tranquille père de famille se cache en fait un redoutable prédateur qui n'en serait pas à sa première victime. On ne sait pas combien de personnes Guillaume Mingo a rencontrées. On ne sait pas combien d'annonces ont réussi. Et on ne sait pas ce qui est advenu de ces personnes. Ce qui nous marque aussi, c'est la personnalité de l'auteur, qui est quelqu'un de froid, qui est quelqu'un de manipulateur, qu'il fallait mettre hors d'état de nuire parce que c'est quelqu'un qui aurait recommencé.
Les gendarmes tentent alors de savoir si Mingo a fait d'autres victimes. Leurs recherches n'aboutissent à rien. 1 an après la mort d'Élodie, l'enquête est clôturée. La justice condamne Mingo à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Les époux Ligné écopent de 6 ans pour complicité. Mais Mingo fait appel. Son objectif, c'est de partager les responsabilités avec les Ligné. Mardi 4 mai 2010, soit exactement 5 ans jour pour jour après le meurtre d'Élodie Morel, Mingo et les époux Ligné comparaissent devant la cour d'assises du Vaucluse pour leur procès en appel. Comment Mingo va-t-il se comporter cette fois-ci? Va-t-il continuer d'accuser Richard Ligné de son crime? Et les Ligné sauront-ils convaincre les jurés qu'ils ne sont pas complices de Mingo? Dès le premier jour, Mingo surprend l'assistance en reconnaissant les faits. Guillaume Mengo, justement, contrairement aux Ligné, est capable d'analyse. Il voit ce qui se passe, il voit qu'on est 3 dans le box des accusés, qu'ils sont 3. Il voit que lui, il a pris perpétuité en première instance. Il sait que le seul moyen qu'il a de diminuer sa peine, et il va y arriver, c'est de répartir la charge de cette culpabilité-là. Mengo reconnaît être le meurtrier d'Élodie Morel. Il dit qu'il va assumer ses responsabilités. Guillaume Mingo ayant reconnu être le meurtrier d'Élodie Morel, les débats s'orientent alors sur la personnalité et le rôle des Ligné dans cette affaire. Qui les empêchait de passer un coup de fil? Ce que Tarasco a essayé de faire. Qui les empêchait? Sans se dévoiler, parce qu'ils disent qu'ils ont peur. Admettons qu'ils aient peur. Cet aspect-là était très impressionnant parce qu'on avait des petites gens qui se sont mis dans une situation épouvantable par lâcheté. Pour la fille des Ligné, ses parents assument et reconnaissent leurs responsabilités. Une jeune fille est morte, donc pour eux, ils avaient quand même quelque chose à payer, parce qu'ils s'en veulent. Les Ligné s'en veulent surtout d'avoir pris à la légère les déclarations de Mingo. Pour eux, Mingo était un petit caïd, un mythomane. Ils ne pensaient pas qu'il puisse un jour commettre de telles atrocités. En fait, je pense que mes parents se sont laissés... Ils sont rentrés, en fait, pour eux, vu que c'était un film qu'ils n'y croyaient pas, je pense qu'ils se sont laissés embarquer dedans, en fait. Ils ont pas... Pour eux, ils n'ont pas réfléchi. Mingo a demandé des cordages, des liens pour attacher. Mon père, instinctivement, comme ça, il lui a dit qu'il y en avait dans le garage. Il a demandé une bouteille d'eau à ma mère. Ma mère lui a donné comme ça, sans réfléchir, parce que le soir même, elle s'est même excusée auprès de moi parce qu'elle lui avait donné ma bouteille et qu'elle s'était même pas rendu compte que c'était ma bouteille qui était posée à côté de mon lit. Pour Richard Ligné, c'est une faute qu'il ne se pardonne pas. On lui a tellement répété pendant tout ce temps-là qu'il aurait pu faire quelque chose. Il porte cette culpabilité-là. Il la porte. Au terme de ce procès, Guillaume Mingo échappe à la perpétuité, la préméditation n'ayant cette fois pas été reconnue. Pour meurtre, torture et acte de barbarie, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Les époux Ligné sont condamnés à 8 ans de prison ferme pour complicité passive. Mais avec ce crime odieux, Guillaume Mingo n'a pas ruiné qu'une seule vie. Dominique Tarasco l'indique, s'en veut de ne pas avoir été capable d'arrêter à temps Mingo dans sa folie meurtrière. Élodie Morel, elle aurait jamais dû disparaître. Elle devrait voir son garçon grandir, son enfant. Personne n'a rien fait pour elle. Elle est morte seule. L'assassin est dans moi. À la fille, il lui a enlevé la vie, moi, il m'a enlevé ma jeunesse. Autre victime de ce drame, la propre fille de Guillaume Mingo. Elle avait 4 ans à l'époque des faits. Celle qui en voudra le plus, c'est sa fille. Sa fille. Sa fille, elle a été meurtrie plus qu'on ne le croit. Plus qu'on ne le croit, parce que, elle a su ce qui s'était passé. Le souvenir d'Élodie ne s'effacera jamais pour ses proches, à commencer par sa mère. Je suis toujours avec elle dans la pensée. Il y a des moments, c'est plus difficile, mais c'est certain. Et plus les années passent, plus l'absence est difficile.
Une vie qui s'arrête trop tôt, des familles brisées. Pour un rêve de gloire, Élodie Morel laisse derrière elle un mari et un petit garçon, à jamais orphelin. Nous partons à présent au Québec, à Montréal. Le 1er septembre 1995, une enseignante de 46 ans est retrouvée sans vie dans sa fourgonnette. La victime, Reine Lauzière, a été menottée avant d'avoir visiblement été poignardée. Mais quel pourrait être le mobile de cet assassinat? L'enseignante était mariée, mère de 2 adolescentes, c'était une personnalité sans histoire. Dans un premier temps, les policiers privilégient l'acte crapuleux qui a mal tourné. En effet, le sac à main de la victime a été dérobé. Une hypothèse qui pourtant ne tient pas très longtemps, car les enquêteurs s'orientent rapidement vers un maniaque sexuel. Le suspect, interpellé, résistera-t-il au détecteur de mensonges? Voici Parking Mortel. Le 1er septembre 1995, après le dîner, Reine Lauzière a quitté sa famille pour aller faire des courses dans un centre commercial voisin. Elle n'est jamais rentrée à la maison. Le lendemain matin, ses 2 beaux-frères partis à sa recherche retrouvent la fourgonnette de la disparue. Je défonce la vitre passager, côté droit, parce que je ne veux pas toucher au véhicule, je ne veux pas l'ouvrir, ni rien. Ça fait un vacarme énorme. Et là, je vois entre le siège passager et le côté du véhicule, à peu près ça, de la tête de ma belle-sœur. Là, Fernand me dit, il dit, on l'a retrouvée, on l'a retrouvée. Alors je lui demande, est-ce qu'elle a eu une crise cardiaque? Il me répond, non, mais je peux pas t'en dire plus. Et là, le déclic se fait. Elle n'a pas eu de crise cardiaque, donc il lui est arrivé, elle a été agressée. Sur le moment, on réalise pas ce qui se passe. Ça a beau faire 15 ans. Je dis souvent que j'ai pas vraiment de difficulté à en parler. Mais ça fait toujours quelque chose de le raconter. On travaillait avec professionnalisme. On ne doit pas ressentir l'émotion qu'on pourrait avoir dans une affaire comme Reine Lauzière. Je veux dire, une femme de 46 ans, professeure des écoles, qui n'a fait que du bien dans sa vie, qui a élevé 2 grandes filles et pour qui tout va bien, à un moment donné, une personne comme ça est ligotée, est attachée, séquestrée et poignardée. Donc, c'est quelque chose, c'est comme le meurtre d'un enfant. Reine Lauzière, 46 ans, enseigne à l'école Victor Lavigne, dans un quartier de Montréal. Mariée et mère de 2 adolescentes, elle mène une vie sans histoire. Reine Lauzière, c'était une femme qui, je dirais pour résumer, qui avait le meilleur caractère au monde. Elle avait un caractère... Elle n'était pas violente, elle était tout sauf violente, cette femme. Le 1er septembre 1995, on est en pleine rentrée scolaire. Revenue du travail, Reine s'occupe de faire manger sa famille, fait sa toilette, puis s'apprête à se rendre au centre commercial L'Angelier, situé tout près de chez elle. Reine, vers les 19h, décide de sortir pour aller faire quelques courses. Et Pierre, son mari, lui dit qu'il n'a pas envie de l'accompagner. Et aucune de ses 2 filles non plus n'en a envie, ce qui fait que Reine prend seule le véhicule familial. C'était une Dodge Caravan blanche, le modèle 1990. C'était une femme extrêmement prudente. Elle n'allait, je dirais que 9 fois sur 10, elle n'allait jamais faire ses courses toute seule. Le soir, à chaque fois, soit je l'accompagnais, soit mes filles l'accompagnaient. Vers 21h, à la maison, vous avez Pierre, le mari. Naturellement, il s'inquiète. Et puis, il y a sa fille, Pascale, qui est là aussi. Moi, je commençais à m'inquiéter parce que c'était pas dans ses habitudes. Elle ne rentrait jamais aussi tard. Jamais, jamais, jamais. Ça n'arrivait jamais. Alors 10h, 10h15, 10h30, c'était... À un moment donné, je sors et je vais faire les 100 pas. Et puis Pascal me dit, je viens d'appeler la police. Dans ma tête, je me dis, c'est moi qui aurais dû le faire. Mais pour moi, la police, c'était le dernier recours. Ça voulait dire que j'abdiquais, ça voulait dire que j'admettais qu'il lui était arrivé quelque chose. Ils appellent la police, et ce n'est que vers 2h du matin qu'une voiture est envoyée au domicile de la famille Pagé. Je me disais qu'au pire, elle avait dû avoir une crise cardiaque. Son frère avait eu une crise cardiaque quelques mois, 2-3 mois avant. Quand un adulte est porté disparu, la police a tendance à attendre 24 heures avant de rendre la disparition officielle.
au cas où il ne s'agirait que d'une fugue. Pierre se rend chez sa sœur, Juliette, qui habite la maison qui est à côté de la sienne. Et puis il commence à lui raconter que Ren n'est pas rentré des courses. Et voilà que Juliette dit, eh bien, on va appeler Claude. Claude qui est bien entendu le frère de Pierre, et qui est policier à la Sûreté du Québec, officier de police à la Sûreté du Québec, dans la région de Joliette. À ce moment-là, j'ai dit à ma femme, ouais. J'ai dit, eh ben moi, je vais y aller. Moi, je vais mener l'enquête et puis je vais la retrouver. Claude Paget arrive bientôt et accompagné de son beau-frère Fernand, il démarre les recherches. 2 heures plus tard, il aperçoit la fourgonnette de Ren, stationnée derrière le supermarché du centre Langelier. Je me rapproche du véhicule sans y toucher et puis je regarde et je vois son genou droit qui est plié. Je défonce la vitre passager, côté droit, parce que je veux pas toucher au véhicule, je veux pas l'ouvrir, ni rien. Ça fait un vacarme énorme. Et là, je vois entre le siège passager et le côté du véhicule, à peu près ça, de la tête de ma belle-sœur. Il y a plusieurs choses qui me traversent l'esprit. Premièrement, j'ai envie d'ouvrir la porte et de lui mettre la main sur la tête. Pour lui dire que je t'ai retrouvé. Ça a été la première réaction. Puis en plus, moi j'étais là comme beau-frère, mais aussi comme policier. Et en tant que beau-frère, je voulais la toucher. La preuve, quand mon beau-frère est venu vers la voiture, quand je lui ai dit « elle est là », tout de suite il a voulu la toucher. J'étais obligé de me battre avec lui. Moi aussi, j'en avais envie. C'est elle qui est là, elle est morte. C'est un meurtre, c'est sûr. Elle n'est pas morte là sur le siège. En plus, elle était couchée sur le dos. Entre les 2 sièges, étendue sur le dos, sur la coudoir qui sépare les 2 sièges. Complètement allongée, avec juste un genou replié. Là, j'ai dit à mon beau-frère, va appeler la police. Dis-leur de venir ici. Dis-leur qu'on a retrouvé la voiture de mon frère. Le samedi après-midi, vers 13h, le beeper de l'enquêteur Denis Renaud sonne. Il est envoyé au centre commercial, là où on a trouvé le corps de Ren Lauzière. Sur la scène du crime, Denis Renaud va procéder aux premières constatations. Nous, quand on arrive, lorsqu'il s'agit de ce genre de fait, bien sûr, un périmètre de sécurité est mis en place. Le médecin était déjà venu constater le décès sans déplacer le corps. Quand on est arrivé, on a commencé nos recherches en examinant le véhicule. Notre champ d'investigation étant pour nous le véhicule et les environs immédiats. J'ai envoyé M. Bellefeuille avec une voiture de police. Il était accompagné de 2 de mes hommes. Et j'ai demandé à ces policiers-là, avec M. Bellefeuille, d'aller faire l'annonce officielle du décès. Vers 4 heures à peu près, je vois mon beau-frère Fernand avec un policier. Alors je lui demande, est-ce qu'elle a eu une crise cardiaque? Il me répond, non. Mais je peux pas t'en dire plus. Là, le déclic se fait. Elle n'a pas eu de crise cardiaque, donc elle a été agressée. Lorsque je suis revenue à la maison, c'est sûr que c'était atroce. Je me rappelle que tout de suite, je suis descendue de la voiture et puis mon père était là avec ma sœur. Tout le monde pleurait. C'est un peu irréel, en fait, de vivre ça. Sur le moment, on réalise pas ce qui se passe.
Qui voulait pas non plus jouer aux devinettes, il fallait que j'apprenne la vérité, c'était important. En examinant les lieux du crime, nous découvrons qu'il y a eu vol. Parce que le sac à main de Ren, avec le porte-monnaie qui était dedans, évidemment, ne sont plus là. Sans compter que les clés de sa voiture, elles aussi ont disparu. Donc, bon, on sait qu'il y a eu vol. Vol du sac à main et vol des clés de voiture. A priori, Ren n'a pas été victime d'un viol. Lorsque l'autopsie a été pratiquée, quelques jours plus tard, il n'y avait eu aucune agression sexuelle sur Ren. On avait relevé, d'autre part, on n'avait pas touché à ses vêtements, donc on ne pouvait pas penser qu'il y ait eu une agression sexuelle. Donc, est-ce que le vol reste encore immobile? Oui. Mais quand on enquête sur un homicide comme ça, il y a toujours plusieurs hypothèses. Eh bien, il faut savoir les hiérarchiser, se concentrer sur les plus importantes, sans négliger pour autant les autres. Le porte-monnaie de la victime contient environ 100 $. Les médias signalent qu'à première vue, le vol semble être le mobile du crime. Mais cette hypothèse ne va pas résister longtemps à l'examen des faits. Nous sommes le 1er septembre 1995. Ren Lauzière a quitté sa famille pour aller faire des courses dans un centre commercial voisin. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Le lendemain, on a retrouvé dans sa fourgonnette son corps lardé de coups de couteau. Elle a été menottée et ligotée, mais n'a pas été violée. Son sac à main a été volé, mais dès les premiers jours de l'enquête, Denis Renaud écarte l'hypothèse du vol comme mobile du crime. Pourquoi avoir une arme blanche sur vous? Avoir des menottes sur vous? Avoir un fil de téléphone dans le but d'attacher votre victime? Tout ça pour commettre un vol? Non, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de retrait de fait avec les cartes de crédit de Ren. Les cartes d'assurance maladie et autres n'ont jamais été utilisées. Donc l'hypothèse du vol, ça ne tient pas. Dans un premier temps, les enquêteurs vont dresser la liste des suspects potentiels. Le premier suspect du crime, c'est moi, bien sûr. Mais mon frère Claude, c'est lui qui l'a trouvé. Il habite à Joliette, il vient à Montréal, puis c'est lui qui retrouve ma femme. Pour les autres policiers, c'est sûr que... Il m'a dit, les policiers me jetaient des regards sur les lieux du crime. Je te promets que si leurs yeux avaient été des flingues, je me faisais descendre. Ils m'ont dit, tu viens au poste. Et puis là, il y en a un qui me dit, écoute-moi bien, il est venu me voir et il a dit, tu es prêt à écrire ce que tu as fait depuis ce matin? Pas de problème. Mais je suis pas naïf. Je voyais bien que... Une fois que j'avais fini, ils m'ont demandé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux relire ta déclaration? Non. Est-ce que tu es prêt à la signer? Oui. Est-ce que tu vas signer ça? Oui. Là, ils m'ont dit, il y a des enquêteurs qui sont venus me voir, je me rappelle pas qui, j'étais un petit peu dans les vapes. Ils m'ont dit, on va te ramener, où tu veux aller? J'ai dit, je veux retourner chez mon frère, il a besoin d'être soutenu. Mais ils m'ont dit, et après, je rentre à Joliette. Eh ben, t'éloignes pas trop, faut qu'on sache où t'es. Ils m'ont reconduit directement chez mon frère. Avec mon frère, on s'est serré dans les bras, il a dit, en revenant, tu me fais un beau cadeau. Claude, qui était policier, avait un alibi très plausible et vérifiable. Donc tout de suite, ça a été confirmé dès le début de l'enquête. Et donc ensuite, ils sont allés encore plus loin. Ils m'ont dit, et à cette heure-ci, hier. Là, t'as écrit aujourd'hui, mais hier, qu'est-ce que t'as fait? Sur le coup, ça fait drôle d'entendre cette question-là. Mais heureusement, j'étais allé assister à un tournoi de baseball de la Sûreté du Québec, avec mon chef. Et donc, une fois qu'ils lui ont bien décortiqué ma déclaration, disons que j'ai senti la pression baisser. Et puis il m'a serré la main, c'était la première fois. Il m'a dit, c'est bon. Et ça voulait dire, t'es hors de cause. On te soupçonne plus.
Monsieur Renaud me dit 85% des crimes sont commis par des proches, souvent même par des proches vraiment intimes. Et donc c'est sûr que je me suis tout de suite senti soupçonné, mais je m'attendais à être soupçonné. Il a aussi fallu examiner de près l'alibi que Pierre avait pour le soir du meurtre. Il avait passé la soirée avec sa fille à la maison, mais il était parti pendant 15-20 minutes au cours de la soirée pour aller à la caisse populaire de Sainte-Colette, je crois, pour imprimer un relevé de compte. Donc, on s'est attaché à clarifier ces éléments-là dès les premiers jours, au tout début de l'enquête. Puis est arrivé le moment des funérailles qui se sont déroulées dès la fin de la semaine suivante. Il y avait tellement de monde à l'enterrement, c'était incroyable. C'était un témoignage d'amour pour ma mère, mais en même temps, c'était un moment difficile à surmonter. Je pense qu'on a essayé de le vivre le mieux possible. Mais on ne pouvait pas faire complètement abstraction de cette situation. Chez les Pagé, on tente tant bien que mal de faire face. On ne fait face à la réalité que le lendemain matin, quand on se réveille. Ça va paraître très banal, mais quand on perd quelqu'un, c'est dans le quotidien qu'on le ressent, je trouve. Je me rappelle que le premier matin où je me suis réveillée, j'ai pas senti l'odeur de café que ma mère faisait tous les matins. Du côté des enquêteurs, il reste encore beaucoup de pistes à explorer. Il est sûr que c'est un dossier que j'ai pris à cœur immédiatement, de par la nature de l'affaire, de par la personnalité de la victime. Et écoutez, en 1995, à la criminelle à Montréal, on enquêtait sur environ 60-65 meurtres par an à l'époque. On était en pleine guerre des motards. Du travail, il y en avait, c'était incroyable. Et moi, j'ai demandé à mon patron, Jean-François Martin, le chargé d'enquête, j'ai dit, écoute, Jean-François, si c'est possible, j'aimerais pouvoir me consacrer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, entièrement à cette enquête pour essayer de la faire évoluer le plus rapidement possible. Et il a accepté. Une fois écartés les suspects potentiels, Denis Renaud doit reconstituer les derniers moments de Reine Lauzière et tenter de retrouver l'arme du crime, ce qui va s'avérer difficile. Début septembre 1995, Reine Lauzière a été retrouvée morte dans sa fourgonnette, garée dans un centre commercial de Montréal. Son corps a été lardé de coups de couteau, elle a été ligotée et menottée, mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle. L'enquêteur Denis Renaud s'est d'abord chargé d'écarter les premiers suspects, les proches de la victime. Mais l'enquête est loin d'être terminée. Moi, j'ai appelé ça l'automne Reine Lauzière en 95. Écoutez, de septembre à décembre, je me suis consacré au dossier à peu près tous les jours. Le policier doit maintenant s'atteler à reconstituer les allées et venues de la victime, situer l'heure et l'endroit où elle a été kidnappée et tenter de reconstituer ses derniers instants. Grâce à des témoins, on est en mesure d'établir que vers 21h, Reine Lauzière est passée au magasin Bureau en gros. On espère toujours que quelqu'un va se manifester, dire qu'il a vu quelque chose. Il n'y a rien qui se fait incognito. Il y a toujours un témoin quelque part, ça c'est sûr, sûr, sûr. Dans un centre commercial, forcément, quelqu'un a vu quelque chose, ça c'est sûr. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'au bureau, en gros, on a pu identifier 15 clients-clientes qui s'y trouvaient à peu près en même temps que Reine Lauzière dans les dernières minutes avant la fermeture. Et il y a des clientes qui m'ont dit qu'elles ne s'étaient pas senties en sécurité lorsqu'elles ont quitté le magasin. Ce qui me fait dire, ou ce qui me fait émettre l'hypothèse, que le ou les agresseurs étaient vraiment avantagés par le fait qu'à cet endroit, il faisait vraiment noir, et que Reine était garée ce soir-là, comme les autres clients, dans une zone qui était mal éclairée. On sait que l'éclairage du parking était défectueux ce soir-là. Donc je suis certaine que... Je peux m'imaginer en tout cas que lorsque ma mère est sortie du magasin, elle a sûrement hésité avant d'aller à sa voiture.
Ma mère était très prudente. Et probablement qu'à ce moment-là, elle devait être inquiète. Mais bon, elle est allée à sa voiture avec les conséquences qu'on connaît. Et nous n'avons trouvé que quelques témoins qui sont devenus importants pour nous, dont une jeune femme d'environ 40 ans, une Asiatique, qui était avec son fils et le copain de son fils, qui avait le même âge à peu près. Quand tout à coup, une voiture blanche serait passée près d'eux à toute vitesse. D'ailleurs, ils ne peuvent pas nous dire qui conduisait, le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur du véhicule, et comme je vous le disais, il faisait noir. En plus, les vitres étaient teintées. Lorsque je me suis interrogée sur justement comment était ma mère, je me suis rendu compte qu'en même temps, c'était la victime idéale. Une petite dame qui faisait 1,55 m, toute seule sur un parking, pas d'éclairage. Fragile, pas grande, je sais pas, je me suis dit, bah oui, c'était la victime idéale. Pour quelqu'un de lâche, qui cherchait quelqu'un ce soir-là. C'est ça. Ren monte à bord de sa fourgonnette. Son agresseur se précipite, la menace d'un couteau et la pousse à l'arrière. Il monte à son tour. Lui passe les menottes. Il prend le volant, il ne peut pas rester là. La panique, l'excitation du moment, l'adrénaline. Il sort du parking. Il fait le tour du pâté de maison, mais il lui faut retourner au centre commercial car sa voiture est là. L'homme se gare à l'arrière du supermarché, à l'abri des regards. Que s'est-il passé ensuite? Ren, qui n'était pas bâillonné, s'est peut-être mis à crier. Son agresseur panique et la poignarde à plusieurs reprises. La scène du crime semble démontrer qu'il y a eu une panique de la part de l'assassin. Il y a eu un moment de panique parce que, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais elle a eu 12 coups de couteau dans le dos. C'est pas rien. Mais il a maquillé son crime par la suite. En tant que biologiste, je sais que le moment où elle a dû le plus souffrir, c'est à partir de l'enlèvement, jusqu'au premier coup de couteau. Et ça a été épouvantable comme moment pour elle. Au début, moi, je pensais qu'elle s'était débattue. Mais plus tard, M. Renaud m'a dit, avec beaucoup de bienveillance, il m'a dit, vous savez, Monsieur Paget, la peur, ça vous enlève votre énergie, ça vous laisse sans force. Et là, j'ai compris qu'elle ne s'était pas débattue, qu'elle avait eu peur. Et c'est ça le moment le plus dur, parce que le premier coup de couteau, l'organisme, il est bien fait. Paf, l'endomorphine, c'est fini. Elle perd connaissance et puis... Alors, elle ne sent plus rien, c'est fini. Si Denis Renaud et ses collègues ont une bonne idée des circonstances du drame, il manque encore des pièces au puzzle. Ils mettent bientôt la main sur 2 employés d'une salle de bingo. En fait, ces 2 employés, qui étaient 2 jeunes d'environ 25-30 ans, eux, vers 22h30, étaient en route pour aller faire le ménage après le bingo. Et ils ont emprunté la ruelle derrière le centre commercial. Et ils ont bien vu, ils décrivent la voiture stationnée exactement comme elle l'était. Donc, on peut penser que le véhicule avec la victime était bel et bien stationné à 22h30. J'ai regardé les lieux du crime et j'ai dit peut-être que le gars, il voulait mettre le corps dans le container. Alors j'ai regardé, mais il était fermé. Et puis contre le mur, il pouvait pas mettre le corps là. À ce moment-là, est-ce qu'il cherchait à cet endroit quelque chose pour se dissimuler? Ou pour se nettoyer? Ou je sais pas.
Après, j'en ai déduit qu'il l'avait sûrement garé là parce que sa voiture ne devait pas être là. Quelqu'un d'autre aurait-il vu quelque chose qui pourrait renseigner les enquêteurs? Des centaines de témoins potentiels vont être convoqués. Il y avait vraiment des commerces qui m'intéressaient tout autour, des commerces qui étaient ouverts la nuit, par exemple. Vous avez le Canadian Tire. Il y a toujours des employés qui font le ménage la nuit. Au Walmart, le bureau en gros, tous les employés ont été interrogés. Il y avait un Super C pas loin. Il y a plein de commerces dans le coin et on a pu obtenir des listes de personnes, des listes d'employés qu'on a contactés, certains rencontrés, qu'on a naturellement interrogés pour essayer de découvrir des témoins potentiels. Je vous dis, c'est un travail de fourmi qu'on a fait, qui s'est échelonné sur plusieurs semaines. Dès les premiers instants, les enquêteurs se posent une question. La victime avait-elle des ennemis? Dans les premières semaines de l'enquête, on cherchait à connaître un peu mieux Reine. Et puis la question c'était, y aurait-il quelqu'un qui en voulait à Reine Lauzière? Qui que ce soit, dans son entourage ou à son travail, un de ses amis. Et là, à un moment donné, il y a un nom qui est sorti. C'est-à-dire que Reine Lauzière travaillait comme professeure. Elle enseignait en primaire et elle avait recommandé qu'un élève redouble une classe l'année précédente. Les parents de cet élève-là n'avaient pas accepté cette décision. Ça avait fait beaucoup de bruit. Ils avaient été jusqu'au président de la commission scolaire et avaient proféré des menaces à peine voilées contre Reine. Ça se passera pas comme ça. Tu vas entendre parler de moi, tu vas voir, tu vas en entendre parler, etc. Bien entendu, on s'est présenté chez ces gens-là, on leur a expliqué, on a mené l'enquête, vérifié les alibis, ainsi de suite. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas du tout impliqués dans l'affaire. Mais c'est pour vous dire, c'est le seul cas ou la seule personne qu'on ait pu trouver qui aurait pu en vouloir à Reine. Pendant ce temps, chez les Pagé, on tente tant bien que mal de vivre après la disparition de Reine. D'un côté, on avait la satisfaction de savoir qu'il y avait une enquête et en plus, on sentait vraiment que de réels efforts allaient être faits pour tenter de trouver qui avait fait ça à notre mère, ça c'est certain. Donc on s'est sentis soutenus, mais en même temps, je trouve que ça rajoutait beaucoup à ce qu'on était déjà contraints d'endurer à l'époque. Denis Renaud voudrait bien mettre la main sur l'arme du crime, le sac à main de la victime et son trousseau de clés. L'assassin y a peut-être laissé des empreintes ou une trace de son ADN. J'ai dit à mon patron, j'ai dit à Jean-François, les toits, c'est important. Moi, je suis là, j'ai un sac à main, j'ai un couteau, je veux m'en débarrasser. Ça peut être lancé sur un toit, on va le trouver quand, hein? Peut-être jamais, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Alors j'ai fait faire une fouille, une vérification de tous les toits. Évidemment du Walmart, du bureau en gros, des différents commerces alentours. On a vérifié tous les toits. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Et puis, il y avait aussi l'arme blanche. L'endroit le plus simple pour se débarrasser d'une arme blanche, le plus pratique, c'est une bouche d'égout, c'est évident. Je veux dire, l'arme blanche passe facilement. Vous arrivez, vous l'achetez dehors, et puis quand est-ce qu'on va trouver l'arme blanche? Quand va-t-on pouvoir faire le lien et se dire que cette arme a peut-être servi à un meurtre? Peut-être jamais. Alors là, mon collègue Donald Byron, avec tous les égoutiers de Saint-Léonard à l'époque, ils ont vérifié les 26 bouches d'égout que le tueur aurait pu croiser sur son chemin. Chaque bouche d'égout a été vidée, a été minutieusement fouillée avec une pelle, avec un râteau, pour s'assurer qu'il n'y avait rien qui aurait pu... Ou même le trousseau de clés. Le trousseau de clés, on aurait pu le trouver. Même les champs, les parcs et les bois environnants n'ont pas échappé à l'examen minutieux des policiers. Moi, j'allais personnellement voir les policiers du 54 avec la photo de Reine. Je prenais 15-20 minutes pour sensibiliser mes collègues. Si le couteau avait été dans les champs que j'ai fait vérifier, si le sac à main avait été là, si le porte-monnaie avait été là ou le trousseau de clés, on les aurait trouvés. Malheureusement, on les a pas trouvés. Denis Renaud a exploité en vain chacune des pistes potentielles. Il va maintenant lui falloir éplucher une multitude de dossiers.
Denis Renaud a innocenté les premiers suspects et s'est ensuite lancé à la recherche de témoins. Puis il a fait passer la scène du crime au peigne fin. L'enquête va désormais rentrer dans une deuxième phase. Dès le début, on a tout de suite pensé, bien évidemment, à aller chercher la liste des gens en liberté conditionnelle dans la région de Montréal, cette fin de semaine-là. Et à notre grande surprise, on a eu une liste de plus de 1000 noms de personnes en liberté conditionnelle. Donc on a ciblé une quinzaine de personnes qui étaient dans un périmètre d'environ 1 kilomètre. Et il y avait un nom en particulier qui avait retenu mon attention, un certain Desmarais, qui, lui, avait des antécédents criminels similaires. En tout cas, le modus operandi présentait une certaine ressemblance. Et donc, comme je vous le disais, ce monsieur Desmarais avait un profil particulier. Le modus operandi était semblable. Et lui aussi, c'était dans des centres commerciaux. Mais c'était au nord de Montréal, c'était pas dans Montréal. Et de fil en aiguille, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de l'éliminer complètement, mais après plusieurs semaines d'enquête et de vérification, on l'a complètement éliminé de notre liste de suspects potentiels. Avec l'aide de ses collègues, Denis Renaud va éplucher tous les dossiers des délinquants sexuels connus de Montréal. Il n'y a pas beaucoup de résidences dans le secteur, c'est très commercial. Si on veut en trouver, il faut s'éloigner. Donc, notre équipe, avec la section des agressions sexuelles, on a travaillé dur, mais on n'a pas vraiment trouvé de délits similaires qui nous permettaient de faire avancer l'enquête. C'est quelqu'un qui serait plutôt enclin à l'agression sexuelle. Pourquoi ça a mal tourné? Après, bien sûr, il n'y a que lui qui pourrait nous répondre. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment Rennes s'est comporté? Admettons que ce soit un ancien élève, un exemple. Pour agresser ton professeur, faut être malade. Et puis, t'avais eu de l'admiration, peut-être, pour elle. Tu sais que tu viens de faire une grosse bêtise. Elle est dans la voiture, elle est menottée. C'est un enlèvement. Tu sais que tu vas être identifié. Ton plan de départ vient de changer. Ton plan A ne marche plus, alors tu passes au plan B. Et tu te défoules sur elle. Moi, c'est ce que je pense. Quand on analyse ça froidement, la façon dont elle est morte, c'est monstrueux. C'est une agressivité épouvantable. Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas défendue. Je ne parle pas, je ne crie pas, je ne fais rien, et puis je laisse faire. En fait, l'attitude qu'elle a eue, c'est ça qui a probablement fait qui a poussé cet agresseur-là à commettre l'acte qu'il a commis et qu'il ne voulait probablement pas commettre d'ailleurs, c'est-à-dire le meurtre. Entre séquestrer et agresser quelqu'un et tuer quelqu'un, il y a quand même une différence de taille. Denis Renaud va mettre la main sur un suspect essentiel. On a eu une information concernant un homme qui venait de se faire arrêter, un certain monsieur Duperron. Pour lui, on a eu une certaine frustration parce que, à un moment donné, lui aussi, c'était assez spécial. Il attendait ses victimes près de leur voiture. Il menaçait les victimes, les attachait et pratiquait des attouchements. Sauf que lui, il laissait les victimes ensuite. Il s'enfuyait pas avec les victimes. Il n'enlevait pas la victime et le véhicule. Il avait commis 2-3 actes comme ça, 2-3 délits de ce type. Et pour nous, évidemment, c'était intéressant. Le policier demande alors au suspect, M. Duperron, de se soumettre au détecteur de mensonges, vu qu'il ne peut pas l'y obliger. On n'a jamais pu le faire passer au détecteur de mensonges, et ça a été une frustration d'une certaine façon. Il avait eu une opération importante du dos, ce qui fait qu'il était sous traitement à vie. Si la personne ressent une douleur, on ne fait pas de test. La douleur et le détecteur de mensonges sont deux choses incompatibles. La raison en est très simple. Le détecteur de mensonges enregistre les réactions physiologiques. Face au résultat, on ne peut pas faire la distinction entre la douleur et le mensonge. Donc, on n'a jamais vraiment pu l'éliminer. J'ai encore un doute, c'est certain. Le soupçon que Denis Renaud entretient à l'égard de M. Duperron ne l'empêche pas de poursuivre l'enquête. Il fait appel à un profileur de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Il faut savoir que le profilage criminel au Canada a débuté, enfin a commencé à être pratiqué au début des années 90. Et M. Ron Mackay de la gendarmerie est un des 2 premiers profilers canadiens à avoir été formé au profilage criminel. Donc, M. Mackay était un des rares à l'époque qui pouvait offrir ce service-là.
Ron est venu au sein de notre équipe à Montréal. On est allé voir les lieux du crime ensemble. On l'a emmené aux mêmes heures. On lui a montré comment tout ça s'était passé. Et là, il a dit, écoutez, quand un profileur s'intéresse à un tueur en série, plus il y a de victimes, plus il a de chances de pouvoir dresser son profil. Mieux vous allez les connaître, mieux vous connaissez les victimes, la victimologie, plus vous pourrez définir vraisemblablement le type d'agresseur dont il est question. Mais quand vous avez un cas, seulement un cas, vous ne pouvez pas être aussi précis que vous le voudriez. Alors évidemment, il n'est pas revenu avec des éléments très précis. Mais ce qui était certain, c'est qu'on avait affaire à un individu très émotif. Et d'un autre côté, il avait gardé son sang-froid. Cette personne a quand même pris le temps de quitter les lieux du crime comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Un vendredi soir, en plein Montréal. Denis Renault ne néglige aucun procédé. Il décide de soumettre au détecteur de mensonges le mari de la victime, Pierre Pagé. 6 mois après, je suis terriblement déçu. Là, il m'explique le dossier. Bon, il était épais quand même, et puis ceci, cela, mais... Ils me disent, on voudrait vous faire passer au détecteur de mensonges. Oh, paf. Je leur réponds, ben, allez-y, vous gênez pas. Je me disais, éliminez-moi des suspects. Vous perdez du temps avec moi. Cherchez ailleurs. Ben non, pendant 6 mois, ils ont dû chercher ailleurs aussi, je sais pas, mais ils ont perdu 6 mois à me soupçonner, moi. Vous pouvez me dire où vous étiez hier? Je vous l'ai dit, j'ai passé la soirée chez moi, j'ai juste fait un saut à la caisse populaire. 2-3 minutes après, il me dit, vous avez menti. Pardon? Ah là, j'en reviens pas. Je lui dis, pardon? Il dit, vous avez menti. De toutes les questions que j'ai posées, il y en a une où vous avez menti. Je lui dis, il y a un problème. Je lui dis, moi, j'ai pas menti, ça je le sais. Mais là, ce que vous me dites, la machine, votre appareil, a un problème. C'est pas moi, c'est votre appareil. Et là, monsieur Renault entre dans la salle avec un grand sourire. Ils ont un grand sourire tous les deux. Ils me regardent et ils me disent, OK, c'est pas vous. Là, je les regarde. 30 secondes avant, vous m'accusiez de tous les maux. Et là, il me répond, il dit, monsieur Pagé. Il dit, je voulais savoir si c'était vous. Eh bien, maintenant, je le sais, c'est pas vous. Bon. Les semaines, puis les mois passent sans que le meurtre de Reine Lauzière ne soit résolu. Mais Denis Renault ne baisse pas les bras pour autant. Reine Lauzière a été enlevée puis tuée en septembre 1995. Denis Renault a consacré un temps et une énergie considérables à tenter de percer l'énigme de cet assassinat. Des mois plus tard, l'enquête piétine toujours. L'enquête Reine Lauzière, on ne peut pas en parler sans évoquer un indice qu'on avait trouvé dans la voiture, qui était un bouton. On a trouvé un bouton par terre, juste devant le siège conducteur. C'était un bouton de femme, ou tout du moins, c'était ce que nous pensions. On a consulté plusieurs experts, plusieurs entreprises. C'était un bouton rouge avec une espèce de couronne couleur or à l'extérieur. On a fait des recherches considérables sur ce bouton. Au final, on a conclu que ce n'était pas le bouton de la victime, que ça ne venait pas non plus des filles de la victime et que ça ne venait pas des collègues de travail de la victime. Maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on apprend que Reine allait faire quelquefois laver la voiture dans les stations, alors là, on ne prend pas de risque. On a fait toutes les stations de lavage de voitures de Montréal-Nord, ainsi que tous les fabricants de boutons de Montréal, tous sans exception. On a vu des boutons de toutes les sortes, mais on n'a jamais pu en trouver un identique. Un an après l'assassinat de Reine, Denis Renault n'a toujours pas résolu l'énigme. Il décide alors de mettre les médias à contribution. Le meurtre de Reine Lauzière. Que s'est-il passé lors de cette soirée de septembre 1995 entre le moment où cette mère de famille, une bonne mère de famille sans histoire, quitte le domicile familial pour faire des courses et le moment où le lendemain après-midi, elle est retrouvée poignardée dans sa voiture? Je participe à la reconstitution. Plus précisément, je suis là pour trouver une personne qui ressemble à Reine et puis pour expliquer. Bien sûr, la reconstitution s'est faite aux mêmes heures et au même endroit.
Ce n'est que le lendemain après-midi que des membres de la famille trouveront le véhicule. À l'intérieur, Reine Lauzière avait été menottée et poignardée dans le dos. Aucune empreinte, aucun mobile, aucun suspect. Quelques éléments pourraient aider à éclaircir le mystère. Les clés, le sac à main de Reine Lauzière n'ont jamais été retrouvés et on n'a jamais pu s'expliquer la présence ou l'origine de ce bouton près du siège du conducteur. Cette interview-là a eu lieu 1 an après le décès. C'était quand même très récent. Et j'ai trouvé ça très difficile de m'adresser à la caméra pour ça parce que on a quand même le sentiment qu'on s'adresse vraiment à l'assassin, même si on n'est pas certain qu'il nous écoute. Et surtout, qu'il comprend le message, s'il est à l'écoute. Moi, je vis dans l'espoir qu'on retrouve le coupable, celui qui a fait ça, pour pas qu'il y ait d'autres victimes, pour pas qu'il fasse d'autres victimes. Parce que ça m'a fait du mal, ça a fait du mal à ma famille et je veux pas qu'il fasse du mal à d'autres. Toutes les victimes, et bien sûr les familles des victimes, que ce soit le mari, le père, ou bien le fils, les sœurs, les belles-sœurs, tous, on devrait tous pouvoir un jour faire notre deuil et savoir comment et qui a fait ça. J'aimerais m'adresser à la personne qui a pu commettre ce crime-là. Dis-toi que t'as pas fait seulement du mal à ma mère. Tu m'as pas seulement fait du mal à moi. Mais dis-toi que tu t'es fait du mal à toi. À la grande déception des Pagé, cet appel à témoins ne donne aucun résultat. Denis Renault, lui, n'abandonne pas la lutte. 4 ans après les faits, en avril 1999, il organise ce qu'il appelle une journée Mystère Reine Lauzière. On a fait venir les enquêteurs de la section criminelle de la Sûreté du Québec, de la Sûreté criminelle de Laval, de la section criminelle de la Rive-Sud. Et bien sûr, les enquêteurs de la criminelle chez nous qui étaient disponibles et ceux de la section des agressions sexuelles. Mais malheureusement, de cette journée de travail et de la grande réunion qui s'est tenue à la fin, il n'en est ressorti que de petites choses sans importance. Et malheureusement, ça n'a pas apporté d'eau au moulin. 4 ans plus tard, nouvelle initiative du policier. Nous arrivons en 2003 et moi, je prévoyais ma retraite pour 2004. Donc, ça faisait 10 ans que je travaillais à la criminelle. Et j'avais toujours le dossier de Rennes qui était près de mon bureau. Donc, j'avais eu le dossier continuellement toutes les années où j'avais été là. Alors, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas partir sans tenter une dernière fois quelque chose pour cette affaire. Denis Renault convainc une chaîne de télévision de rappeler les circonstances de l'affaire. On a fait une reconstitution, on m'a interviewé sur l'affaire. On s'attendait à avoir plusieurs appels et évidemment, les éléments de l'affaire ont été diffusés plusieurs fois et on n'a reçu que 3 appels. Une femme contacte Denis Renault et lui raconte qu'à l'époque de l'assassinat de Rennes, un soir d'automne 1995, un homme l'a agressée à la sortie de la pharmacie du centre commercial et a tenté de l'emmener à bord de son véhicule. Elle a résisté et réussi à faire fuir l'individu. 8 ans ont passé, elle a donc un souvenir très vague du physique de l'inconnu. Denis Renault l'a fait mettre sous hypnose, mais rien de précis n'en sortira. Il est malheureux qu'après tant d'années, on n'ait pas pu résoudre cette affaire. Mais malgré tout, je garde espoir. Si vous voulez, je me dis qu'il pourrait y avoir une information quelconque d'ici 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas, qui pourrait permettre de refermer ce dossier et permettre à la famille Lauzière-Pagé de dire et surtout de savoir ce crime. J'espère qu'un jour, on va connaître la vérité. C'est ce qu'on espère encore. Peut-être que cette personne-là a commis d'autres crimes. Peut-être encore plus odieux que celui qui a été commis. C'est ça, en fait, je pense, qui nous met vraiment en colère. J'ai besoin de savoir qui a fait ça. Je souhaite qu'on le trouve. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir ce magazine sur Internet, sur le site de TMC. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.